Vendredi 10 janvier 2025, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal version française de Viva que nous vous invitons de le suivre jusqu'à son terme. Dans les actualités de ce jour, la présentation des vœux au couple présidentiel d'hier au Palais d'État d'Yavlou a été marquée par un élan de solidarité. Plusieurs institutions et entités étatiques, mais aussi des figures religieuses comme la Conférence épiscopale des évêques et l'Association des églises de Madagascar sont venus adresser leurs vœux en cette nouvelle année au chef d'État et son épouse et montrer leur volonté à soutenir l'État. Reportage de Natera Koutmaouf et Andoura Zanjabi. La présentation de vœux est importante en ce début d'année car elle marque le respect mutuel et la volonté à aller de l'avant. C'est la raison pour laquelle les institutions étatiques, les forces vives du pays, n'ont pas oublié hier de confirmer au président de la République de Madagascar et son épouse leur volonté de s'unir pour le développement du pays au Palais d'État d'Yavlou. Parmi ceux qui sont venus adresser leurs vœux hier se trouvaient le Sénat et l'Assemblée nationale, durant lequel le président du Sénat a renforcé le soutien de ces institutions au travail de développement réalisé par le gouvernement, en plus de l'aide sociale. Parmi ceux qui sont venus apporter des paroles de bénédiction au président Andrazuiln et à son épouse Melrazuiln se trouvent également les représentants de l'Église catholique réunis au sein de la Conférence épiscopale de Madagascar, présidée par Monseigneur Fabien Rarilambrien. Ce président du CEM, élu pour la deuxième fois en novembre, a prié pour le couple présidentiel et pour le pays. Hier, les différents partis politiques soutenant le gouvernement ont confirmé leur détermination pour aider dans le développement de Madagascar aux côtés du président et de son épouse. Le président de la République n'est pas seul, il a des amis, des partisans qui l'aideront à atteindre les objectifs fixés, ont affirmé hier les représentants de ces partis politiques. Le président a rappelé à cette occasion que l'année 2024 est l'année qui a permis de fixer tous les défis à relever au cours de ces 5 prochaines années. Et c'est également une année qui confirme la stabilité du gouvernement au travers d'élections successives, à savoir les élections législatives et les élections communales, où le parti soutenant le pouvoir a toujours obtenu la majorité, ce qui signifie que le peuple a placé sa confiance à l'État, selon le président Andrazuiln. Les défis fixés cette année doivent être relevés, a déclaré le président de la République devant ses partis politiques et les différentes institutions gouvernementales. Cela inclut la résolution des problèmes sociaux et la mise en œuvre des projets prioritaires. Parmi ceux qui sont venus présenter leurs vœux au couple présidentiel à Yavlou figuraient le Haut Conseil de l'État de droit et de la démocratie ou HDDED et l'Association de protection des droits de l'homme ou CNIDH, les organismes et départements rattachés à la présidence de la République et l'Association des églises qui ont montré leur soutien au travail accompli par le gouvernement et ont porté en prière le président et sa famille, le peuple malagasy et le pays. Ensuite, le limogage des auteurs d'abus, le renforcement du dispositif et le rappel du caractère sensible du traitement de la valise diplomatique, l'amélioration de l'identification officielle de la valise diplomatique, l'incarcération des suspects dans l'affaire de tentative de trafic de richesses nationales, ce sont parmi les mesures prises par le ministère des Affaires étrangères face à la tentative d'exportation illicite de 53,7 kg d'or, selon le rapport fait par la ministre des Affaires étrangères lors du Conseil des ministres diffusé en direct mercredi dernier. Des mesures telles que la coopération avec les douanes, le remplacement des fonctionnaires, les mesures liées au passeport officiel et diplomatique ont également été prises. Plus de détails avec Naté Rakoutmaouf. Les tentatives d'exportation illicite des richesses nationales vers la fin de l'année 2024 ternissent la réputation du pays, qui a pourtant remporté de grands succès diplomatiques sur la scène internationale, a déclaré le président de la République de Madagascar mercredi dernier lors du Conseil des ministres en direct. Il a rappelé que de tels comportements ne peuvent être tolérés et des mesures strictes doivent être prises. C'est ce qu'a fait le ministère des Affaires étrangères, dont le ministre a fait un rapport, notamment le renforcement de la collaboration avec les services des douanes pour améliorer le contrôle aux frontières. Les responsables du protocole ont été remplacés afin d'assurer une meilleure supervision et une coopération accrue avec les agences de lutte contre la corruption qui a été mise en place. Par ailleurs, le processus d'identification officielle des valises diplomatiques a été intensifié pour éviter toute confusion, tandis que les passeports officiels délivrés pour des missions spécifiques seront désormais récupérés systématiquement à la fin de ces missions ou lorsqu'ils expirent.
Enfin, l'ordonnance relative au passeport diplomatique sera révisée pour renforcer les contrôles et prévenir les abus. Il est à rappeler que l'affaire concerne la tentative d'exportation frauduleuse de 53,7 kg d'or dissimulé dans une fausse valise diplomatique à l'aéroport international d'Ivat le 23 décembre 2024. Cette tentative a été neutralisée grâce à l'intervention rapide et la vigilance des autorités compétentes. Ainsi, l'amélioration du renforcement du dispositif et le rappel du caractère sensible du traitement et l'amélioration de l'identification officielle de la valise diplomatique ont été prises également. Le chef de l'État a affirmé que la recherche de l'auteur de l'affaire doit être renforcée car il reste encore introuvable. La ministre a également abordé les préparatifs des sommets internationaux à venir qui mettront en lumière la position stratégique de Madagascar sur la scène internationale, notamment la réunion de la COI en avril à Nousbé et le 45e sommet de la SADC en août. En économie, le secteur du commerce et du transport représente 52% des empreintes effectuées par les entreprises entre juillet et septembre 2024, selon le rapport de la Banque centrale. En revanche, aucune des 13 banques ne prête encore aux entreprises du secteur minier, toujours d'après ce rapport. Par ailleurs, environ 25% des demandes de crédit ont été rejetées. Routou Christelle Rakoutmalal nous en dit plus. Le montant total des prêts accordés par les 13 banques aux très petites entreprises, moyennes entreprises et grandes entreprises a atteint 11 444,3 milliards d'ariars à fin septembre 2024, selon le rapport de la Banque centrale. Entre juillet et septembre, les entreprises du secteur du commerce ont obtenu la majorité des crédits, soit 31,8%, suivi de celle du transport, 20,5%, de l'agriculture, 13,6%, de la distribution pétrolière, 9,1%, de l'énergie, du tourisme et de l'artisanat, 9,1%, et des zones franches industrielles, 6,8%. Les banques ne prêtent toujours pas aux entreprises du secteur minier, selon le rapport, en raison des conditions internationales défavorables. La demande et les prix des matières premières, notamment le nickel, principale exportation de Madagascar, sont en baisse selon leur observation. Par ailleurs, 25% des demandes de prêts ont été rejetées. Les raisons évoquées sont l'insuffisance des garanties, les impayés des crédits antérieurs, des litiges entre l'entreprise et l'une des banques et l'incapacité à rembourser les prêts. Ce sont principalement les très petites et petites entreprises qui ne remplissent pas les critères requis pour bénéficier d'un prêt bancaire. Toujours d'après le rapport, 36,7% des banques rencontrent des difficultés en raison de l'augmentation des demandes de crédit. Ensuite, la distribution de carnets de Foukountin dotés de QR code sera achevée en 2025. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le président de la République, Andry Rajoelina, a exigé que l'objectif un foyer, un carnet soit atteint afin de pouvoir distribuer correctement les aides sociales du gouvernement à la population, notamment pour fournir de l'électricité aux résidents qui n'en ont pas encore. Et le ministère du Développement numérique, de la Poste et des Télécommunications a publié le calendrier de réalisation de la distribution et celle-ci sera achevée au mois de juin. Plus de détails avec Judy Kael, Ranjanirine. Le développement de la technologie numérique est un excellent outil pour assurer la distribution des aides à la population dans le cadre de la promotion de la protection sociale des vulnérables. C'est pourquoi le projet iFoukountin a été créé avec pour objectif de donner un carnet de Foukountin muni de QR code à tous les foyers. Son succès a été prouvé dans la planification de nombreuses aides comme le Vatitim et Mifampitim récemment. Actuellement, 30,72% des foyers malgaches ont reçu ce nouveau carnet, a indiqué la ministre Stéphanie Delmotte. Les 3 phases de délivrance des cartes de Foukountin à QR code se déroulent comme prévu et tous les ménages recevront leur part avant le 26 juin. L'équipe du MNDPT Mbouibao travaille jour et nuit pour poursuivre cette démarche. Concernant le projet Azavanawano, fixé par le président Andry Rajoelina comme priorité pour apporter de la lumière aux habitants et réduire les dépenses des ménages en matière d'éclairage, la mise en œuvre de ce projet suit son cours.
327 000 foyers ont déjà bénéficié de kits solaires et des millions d'autres recevront leur part cette année. Le président Angie Radzouine a exigé lors de ce Conseil des ministres que tous les foyers aient le nouveau carnet de Fukuntan à QR code. Dans un autre contexte, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, lors de sa visite dans la région de Mathiatchaboun, la semaine dernière, a appelé les citoyens à arrêter les feux de brousse qui sont entre autres la cause de la sécheresse dans le pays. Elle exhorte également les citoyens à effectuer des reboisements pour le bien des futures générations. Roso Christelle, Rakut Malal. Plus de 30 hectares de forêt dans le parc national de Ranmafan ont été ravagés par les feux de brousse déclenchés il y a une semaine. Les autorités locales et la population se donnent la main actuellement pour essayer de maîtriser le sinistre. Ce parc attire les touristes en raison des espèces endémiques qui y existent. De ce fait, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa, appelle les citoyens à arrêter cette pratique destructrice. Selon elle, les feux de brousse contribuent à la sécheresse qui affecte le pays. La ministre a exhorté les citoyens à s'engager dans les actions de reboisement, essentielles pour la protection de l'environnement et pour la future génération. À cet effet, le ministère a mis en place la stratégie de « Un touriste, un arbre » visant à associer les visiteurs à la protection de l'environnement. Elle appelle donc les directeurs régionaux à veiller à l'exécution de cette initiative. Lors de sa tournée dans la région de Mathiatchaboun, la semaine dernière, la ministre a visité le centre de formation en hôtellerie. Selon elle, 80% des sortants de cette école trouvent de l'emploi après leur formation. Elle a aussi rencontré les opérateurs touristiques, hôteliers et artisans de la région pour écouter leurs doléances. Cette visite a également été marquée par l'inauguration du marché artisanal. Actualité météorologique pour continuer, plusieurs régions et districts de la partie nord et nord-est de la Grande Île seront directement impactés et sont placés en vigilance jaune ou menace et en vigilance verte ou avertissement actuellement, alors que le cyclone Dikeledi se trouve à moins de 600 km à l'est, nord-est de Saint-Bave cet après-midi vers 15h. Reportage. Dikeledi s'est intensifié en forte tempête tropicale. À 15h locales, son centre était positionné à 596 km à l'est, nord-est de la ville de Saint-Bave. Il apporte un vent moyen estimé à 110 km/h avec des rafales de 150 km/h près de son centre. Dikeledi est prévu toucher terre sur la partie nord-est du pays dans la nuit de demain, notamment dans le district de Voyemar ou Antiranana 2 selon les prévisions, et ce, probablement au stade de cyclone tropical, avec des vents moyens de l'ordre de 145 km/h. Des inondations généralisées, des crues de rivières, ainsi que des glissements de terre sont à craindre sur la partie nord du pays, suite aux fortes pluies attendues durant le passage de ce système. Dikeledi générera également de fortes houles pouvant dépasser le 7 mètres et risque d'engendrer des inondations côtières sur le littoral nord-est. Alerte jaune ou menace en vigueur pour les régions de Sava et Diana, les districts de Bealanan, Antsui et Analalav. Alerte verte ou avertissement prescrite pour les régions d'Ambatsu, Sofia et Bouin, les districts de Befanjina Nord, Manchtar, Mampkoun et Bourzine. Les usagers maritimes entre Cap d'Ambre et Manour doivent revenir sur la terre ferme au plus tard ce soir et ne plus s'aventurer en mer jusqu'à écartement total de danger. Il en est de même pour les usagers maritimes entre Cap d'Ambre et Bessalimpi à compter de demain après-midi. Dans ce même sujet, les autorités sont déjà prêtes à faire face à la saison cyclonique. À cet effet, afin d'éviter la montée des eaux, le curage des canalisations d'environ 10 km à Namountan et ses environs a commencé aujourd'hui. Il y aura ensuite une inspection des travaux effectués selon les informations. Tout c'était avec Fanjessé Namiré sur les images de Braz d'Enilson. Tous les endroits où s'entassent des ordures dans la capitale seront nettoyés, notamment le long du canal de Namountan et ses environs. Cela fait partie de la prévention de la montée des eaux dans la capitale en cette saison estivale et de cyclone.
Le curage de ce canal long de 10 km a déjà commencé et doit être terminé d'ici une semaine, à savoir le canal C3, le canal GR et le canal Anjiantani. Tous les déchets qui la polluent seront collectés et 22 Fukuntan seront concernés. Les travaux seront effectués par les résidents à travers des activités vivre contre travail, c'est-à-dire que les personnes qui effectuent le travail recevront de la nourriture comme du riz, de l'huile, des légumineux et bien d'autres. 1600 personnes seront mobilisées à cet effet. Le BNGRC et la PIPA, le SMA, la municipalité d'Antananarivo et la préfecture d'Antananarivo travaillent ensemble pour mener à bien ces travaux. Ceux qui sont surpris en train de jeter des ordures dans les zones nettoyées seront obligés d'effectuer des TIG ou travaux d'intérêt général. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales aux États-Unis, notamment à l'ouest de Los Angeles, un incendie dévore le quartier huppé de Pacific Palisades situé entre Malibu et Santa Monica. Les flammes y ont ravagé des demeures, supermarchés, écoles et crèches. La communauté de ce quartier de Los Angeles se questionne sur son avenir. Plus de détails sur les images de France 24. Moi ici, c'est la maternelle du lycée français de Los Angeles. Le campus de Pacific Palisades, vous le voyez, totalement détruit. Il ne reste que des cendres et des ruines. Juste à côté, une crèche, elle aussi, totalement ravagée. Vous voyez peut-être au fond l'aire de jeu où jouaient les enfants. Et justement, nous avons croisé un parent qui est revenu constater les dégâts. Trois de ses enfants sont venus dans cette crèche. Et il nous racontait que la communauté de Pacific Palisades, c'est une communauté presque parfaite en termes de relations entre les habitants, en termes de décor, bien sûr. Mais évidemment, l'incendie a tout changé. Il se demande si cette communauté va pouvoir se relever parce qu'il reste des maisons. Elles n'ont pas toutes été détruites, mais toutes ces personnes qui vont venir reviennent dans une ville où il n'y a plus de supermarchés à proximité. Ils ont été détruits, où 8 écoles primaires ont été ravagées par les flammes. Et même certaines de ces maisons qui tiennent encore ne sont pas totalement sorties d'affaire. 48 heures après le plus gros de l'incendie, vous le voyez là-bas, une autre maison a pris feu. Et malgré les efforts des pompiers, il y a peu de chances pour qu'elle survive. Ensuite, en Chine, des milliers de sauveteurs bravent le froid et l'attitude pour retrouver des survivants après un séisme dévastateur qui a fait au moins 126 morts et provoqué l'effondrement de milliers de bâtiments au Tibet. France 24. Des milliers de secouristes toujours à pied d'œuvre. Au fil des jours, la probabilité de retrouver des survivants sous les décombres diminue. Les conditions sont extrêmes. À 4500 mètres d'altitude, les températures sont glaciales dans la région autonome du Xinjiang, au sud-ouest de la Chine. Parmi les personnes encore prises au piège, de nombreuses sont probablement déjà mortes d'hypothermie. Plusieurs dizaines de milliers de sinistrés sont désormais sans abri. Certaines sont pour l'instant relogées dans ces tentes. En attendant mieux, promettent les autorités locales. Nous avons fourni des repas chauds et des provisions pour temps froid. Nous avons constaté que les personnes relogées dans les tentes étaient restées relativement au chaud la nuit dernière. Les responsables chinois rapportent que près de 50 000 personnes sinistrées ont déjà été relogées dans des sites d'accueil, des tentes précaires ou de manière plus pérenne dans ce type de site avec des maisons en préfabriqué. Le premier lot de 400 préfabriqués a été livré. Nous travaillons pour que les installations électriques soient opérationnelles afin que les gens puissent s'installer au plus tôt. Notre objectif est que ces habitants soient au chaud cet hiver. Les agences de presse internationales n'ont pas la possibilité de se rendre sur place pour corroborer les informations fournies par les autorités chinoises. L'accès à la province du Tibet, dans la région autonome du Xinjiang, étant strictement réglementé pour les médias étrangers. Et le commandant en chef de l'armée libanaise, le général Joseph Aoun, a affirmé qu'une nouvelle ère s'ouvrait après son élection à la présidentielle du pays, qui a mis fin à une vacance de plus de 2 ans, ayant aggravé les crises économiques et politiques dans ce pays. France 24. Au palais de Baabda, le Premier ministre par intérim et l'une des premières personnalités politiques a officiellement rencontré le nouveau président Joseph Aoun. Devant les caméras, Najib Mikati a évoqué l'une des priorités qui figure désormais à l'agenda du nouveau chef de l'État. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une nouvelle étape. Elle consiste à commencer par désarmer le sud du Liban et le sud du Litanie en particulier.
afin que l'État soit présent sur tous les territoires libanais et que la stabilité commence par la région sud du Liban. Après 2 ans de vacances au poste de président, le commandant en chef de l'armée libanaise a été élu jeudi par le Parlement et a prêté serment. Un tournant qui marque, selon ses termes, une nouvelle ère dans l'histoire de son pays et qui figurait ce vendredi matin à la une de tous les journaux du pays. Ces Libanais de Beyrouth nourrissent beaucoup d'espoir. Je vois en lui un grand avenir, mais le plus important est de nous entraider tous pour qu'un nouveau gouvernement soit formé et travailler à la reconstruction de ce qui a été détruit. J'espère que le nouveau président se penchera sur les demandes du peuple. Les gens ici sont fatigués. Ils n'en peuvent plus. Afin de sortir le pays de la paralysie politique, le nouveau président s'est engagé à des consultations rapides pour nommer un Premier ministre qui devra obtenir la confiance des puissances régionales et internationales. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme et je vous donne rendez-vous demain. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.